Bonjour à tous, je vous propose dans cette vidéo d'étudier ce qu'on appelle le mouvement dans un champ de force centrale conservative. En fait, ça revient à étudier ce que j'appelle aussi la mécanique keplérienne qui nous permet d'expliquer en particulier le mouvement des satellites autour d'un astre attracteur. On va regarder dans cette vidéo le cas très particulier de ce qu'on appelle l'énergie potentielle effective. Alors avant cela, resituons un petit peu le problème. Qu'est-ce qu'une force centrale conservative? Donc en fait, c'est tout simplement une force qui s'écrit de la sorte, F de notre point M, qui sera notre point d'étude tout du long, qui s'écrit F de R UR, c'est-à-dire ne dépend que de R étant la distance au centre attracteur par exemple, et selon UR. Donc l'exemple qu'on peut donner, c'est le cas de l'attraction gravitationnelle. Donc j'ai un centre attracteur de masse grand MT par exemple, si c'est la Terre. J'ai mon satellite, donc point matériel M de masse petit m. Donc je définis UR de O vers M, R étant la distance OM. Et donc on aura l'attraction gravitationnelle qui s'écrit donc la force qui est exercée par mon centre attracteur O sur mon point M, qui s'écrira moins G M MT sur R carré selon UR, avec grand G, c'est ce qu'on appelle la constante universelle de gravitation, qui vaut 6,67 10-11 en unités ici, qui sont des newtons, mètre carré, kilogramme, moins 2. Tout simplement. Alors, à une telle force, en fait, on peut associer ce qu'on appelle une énergie potentielle. Donc ici, qui serait une énergie potentielle gravitationnelle. Qui vaut moins G MMT sur R, tout simplement. Alors on peut, c'est assez souvent demandé dans les sujets de concours, redémontrer rapidement cette formule. Donc, pour faire la démonstration, on utilise le fait que la différentielle d'une énergie potentielle, c'est moins le travail élémentaire de cette force. Donc je vous rappelle la définition du travail élémentaire, c'est moins F scalaire dl, avec ici dl qui vaut, puisque je suis en coordonnées cylindriques, drur plus r dθ uθ plus des z du z. Donc ça me donne que la différentielle d'énergie potentielle sera égale. Donc je remplace F par sa force, donc les moins, F par sa forme, pardon. Donc les moins vont simplifier. Donc ça me fait G, M, MT sur R carré selon UR, et je fais scalaire tout ça. Donc il va me rester uniquement DR. Je peux tout rentrer dans la même différentielle. Et donc ça me fait la différentielle de moins G, MMT sur R plus une constante. Et ensuite par identification, j'en déduis que mon énergie potentielle, que j'appelle gravitationnelle ici, puisqu'elle est associée à l'attraction gravitationnelle, sera égale à moins G MMT sur R plus une constante. Et cette constante, je décide de la prendre nulle, alors tout simplement parce que c'est assez logique d'un point de vue science physique, puisque on peut considérer que si on est très très loin de l'astre attracteur, il n'y a pas de raison qu'on ressente son attraction, et donc on va prendre une énergie potentielle gravitationnelle qui est nulle lorsque R tend vers l'infini. Alors dans un tel système, donc j'ai un système qui est soumis à un champ de force centrale conservative, je vais avoir conservation de deux grandeurs. Et ces conservations en fait vont être extrêmement importantes pour ce qu'on va faire ensuite. Donc quelles sont les deux grandeurs qui sont conservées? Alors c'est des choses qui se démontrent, je ne le fais pas dans la vidéo. On a tout d'abord la conservation du moment cinétique de mon point M, calculé au point O, centre attracteur, donc ça serait une constante. Et la principale conséquence de cette conservation, c'est la planéité du mouvement. Et en particulier, le mouvement se fait dans un plan qui est orthogonal au moment cinétique, passant par là. La deuxième grandeur qui se conserve, c'est l'énergie mécanique. Ok? Et ça, c'est une propriété qu'on va utiliser dans la suite. Alors justement,
Intéressons-nous-y plus en détail à cette énergie mécanique. Donc grand 3, calcul de l'énergie mécanique. Donc on a une énergie mécanique qui va être égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de type gravitationnel ici. Ok, l'énergie cinétique c'est 1/2 de m fois la vitesse au carré, et l'énergie potentielle gravitationnelle, moins gm/mt sur r. Alors on est dans un système, du coup on vient de dire juste avant qu'on est dans un mouvement plan. Donc on va considérer qu'on a un mouvement plan, et donc un mouvement à 2 degrés de liberté. Les degrés de liberté qui seront R et θ. C'est-à-dire, si je prends l'exemple, alors il y a d'autres types de trajectoires, mais si je prends l'exemple d'une trajectoire elliptique, ok, avec l'astratracteur qui est l'un des foyers de l'ellipse, ok, et ben je vais pouvoir définir hop, un angle θ qui va dépendre du temps, et une distance OM, donc R, qui va dépendre du temps aussi. Et donc mon axe UZ sera orthogonal à la trajectoire. Donc ceci me permet en fait d'exprimer la vitesse. Donc, en coordonnées polaires, ici, la vitesse sera égale à r.ur plus rθ.uθ. Alors si je représente UR et Uθ dans le cas de ma trajectoire, ici, hop, j'enlève mon point M. Donc UR, ce sera ce vecteur-là, dans la direction OM, et Uθ sera le vecteur orthogonal à UR. Ok, de telle sorte à avoir UR, Uθ, UZ qui est orthonormé direct ici. Et donc ce que j'appelle V carré dans l'énergie cinétique, c'est tout simplement la norme de mon vecteur vitesse au carré, ce qui me donne R point carré plus Rθ point au carré. Je vais pouvoir remplacer ça dans mon énergie mécanique. Donc je vais avoir 1/2 de m R point carré plus 1/2 de m R carré θ point carré moins g m mt sur R. Alors vous allez me dire, on pourrait s'arrêter là. Le problème c'est que là on a une énergie mécanique qui dépend de deux variables. Il dépend de R et de θ. Donc on ne sait pas forcément bien gérer les fonctions de plusieurs variables, et en particulier on ne va pas pouvoir faire le raisonnement graphique qu'on va faire par la suite parce qu'on n'est pas capable de tracer des graphes, l'énergie mécanique ou l'énergie potentielle, lorsque celle-ci dépend de deux paramètres différents. Et donc on va essayer de se ramener à un seul degré de liberté. La difficulté, c'est dans ce terme central là, où j'ai R et θ point. En fait c'est le seul terme où θ apparaît. Et donc je vais essayer de le transformer, et ce qu'on sait, c'est qu'on a une constante, qu'on appelle la constante des R, qui vaut R carré θ point. Ça, c'est ce qu'on appelle la constante des R. Et donc, en fait, ça me permet de relier mes deux paramètres, R et θ point ici. Donc, je vais pouvoir remplacer θ point carré dans l'expression de mon énergie mécanique. Donc, l'énergie mécanique s'écrira 1/2 de m R point carré, plus, donc le m et le 1/2 restent, et puis θ point carré sera égal à c carré sur r puissance 4. Donc il me reste en fait c carré sur r carré à la fin, parce que j'avais un r carré au numérateur, moins g m mt sur r. Et dans cette forme de l'énergie mécanique, je vais identifier deux parties. Une partie ici que je vais appeler ECF, alors je vais expliquer tout de suite après pourquoi, et une partie ici que je vais appeler EPF. Alors l'idée, c'est que je cherche à me ramener à une situation fictive qui va représenter correctement la situation réelle, à 2 degrés de liberté, mais je veux une situation fictive à un seul degré de liberté qui est R. Et donc, si j'ai un seul degré de liberté qui est R, la vitesse s'écrit R point, et donc ce premier terme me permet d'identifier la vitesse ici, R point au carré. Et donc, je vais dire que c'est l'énergie cinétique de mon cas fictif. Okay, et donc l'autre terme, parce que je sais que l'énergie mécanique c'est énergie cinétique plus énergie potentielle, le deuxième terme représente l'énergie potentielle de ce système fictif. Donc si je résume un petit peu la situation, peut-être pas en vert, donc résumer.
je vais faire un petit tableau récapitulatif. Donc j'ai le cas réel, ok, d'un côté, et le cas fictif de l'autre. Hop. Donc je vais faire un espèce de tableau. Donc dans le cas réel, j'ai bien 2 degrés de liberté. Donc 2 paramètres qui varient, qui sont R et θ. Dans le cas fictif, j'ai un seul degré de liberté, qui est R. Cas fictif ou effectif, hein, c'est pareil. Mon énergie cinétique, ici sera 1/2 de M, facteur de R point carré, plus R carré θ point carré. Et mon énergie potentielle, qui correspond à l'énergie potentielle gravitationnelle, moins Gm mt sur R. Ici, je vais avoir l'énergie cinétique effective, 1/2 de M R point carré, et je vais avoir une énergie potentielle effective qui vaut 1/2 de M C carré sur R carré, moins G M mt sur R. Et globalement, dans les deux cas, l'énergie mécanique sera la même. Donc ce sera soit EC plus EP, soit EC effective plus EP effective, mais j'ai la même énergie mécanique. Ok ? Si je fais la représentation graphique, donc là j'avais un système à 2 degrés de liberté. Alors je fais le cas de la trajectoire elliptique, hein, mais on verra après que c'est pas la seule possibilité. Donc O et M. Hop. Donc θ ici et R ici. Et dans le cas de mon cas fictif, donc j'ai le centre attracteur, j'ai mon point M, sauf qu'en fait ici, j'ai une trajectoire linéaire, et il n'y a que R qui dépend du temps. Ok, voici cette idée d'énergie cinétique et énergie potentielle effective. Ce qui nous amène en fait à la dernière partie de ce cours, qui correspond en fait au grand 3, ou grand 4 plutôt, pardon, au raisonnement graphique qu'on va pouvoir réaliser. Alors pourquoi c'est intéressant de faire un raisonnement graphique? Parce que ça nous permet d'obtenir le type de trajectoire sans faire de calcul supplémentaire. Donc l'idée c'est qu'on repart de ce qu'on vient de démontrer. Donc on a l'énergie mécanique qui vaut l'énergie cinétique effective plus l'énergie potentielle effective. L'énergie cinétique effective, c'est quelque chose qui est supérieur ou égal à 0. Okay, donc, par un raisonnement extrêmement simple, on aboutit au fait que l'énergie mécanique est forcément supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Okay, l'énergie mécanique, hein, je vous rappelle, est une constante du mouvement. Donc je vais tracer l'énergie potentielle effective. Hop. Voilà. Donc là, je vais tracer énergie potentielle effective en fonction de R, puisque c'est une fonction de R. Alors vous pouvez le faire sur la calculatrice ou sur ce que vous voulez, un logiciel graphique. L'énergie potentielle effective va ressembler à ça. Hop. Et on va pouvoir en fait distinguer différents cas correspondant à différentes valeurs de l'énergie mécanique. Donc, je vais tracer d'ores et déjà les différentes énergies mécaniques. Donc là, par exemple, j'ai une énergie mécanique. J'ai une énergie mécanique que je vais appeler EM1, qui est strictement positive. On aura le cas particulier où l'énergie mécanique est égale à 0. Donc ce que je vais appeler le cas 2. Et puis, on aura ensuite, hop, je vais le faire en violet, un troisième cas où l'énergie mécanique sera négative, que je vais appeler EM3. Et puis, on aura un quatrième cas qui est également très particulier, où en fait l'énergie mécanique correspond exactement au minimum de l'énergie potentielle effective. Donc EM4, qui est égal à l'énergie potentielle effective minimale, ok, qui est bien négative d'ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe?
on va écrire ensuite, mais on va déjà faire le raisonnement graphique. On a dit que l'énergie mécanique était toujours supérieure ou égale à l'énergie potentielle effective. Donc dans le cas rouge, où mon énergie mécanique est positive, je ne peux pas être dans la partie de la courbe là que je surligne, telle que l'énergie potentielle effective est supérieure à l'énergie mécanique. Donc mon mouvement est borné en fait par cette valeur que je vais noter R1, et le R, donc la distance entre mon centre attracteur et mon point matériel, peut être supérieur ou égal à R1, mais ne peut pas être inférieur. Donc K1, R doit être supérieur ou égal à R1. Et en particulier, R peut tendre vers l'infini. Donc on a ce qu'on appelle un état libre de diffusion. On peut montrer, avec en particulier les équations mathématiques de ce qu'on appelle les coniques, que ça correspond à une trajectoire hyperbolique. Si je représente grossièrement une trajectoire hyperbolique, j'ai mon point O qui est ici, mon point M qui est là, et qui va faire quelque chose comme ça. Dans le cas 2, où l'énergie mécanique égale à 0, eh bien, on ne peut pas aller en deçà de R2. Donc le cas 2, R doit être supérieur ou égal à R2. Là aussi, donc, R peut tendre vers l'infini. Et donc, on aura un état libre de diffusion, là également. Et par l'équation des coniques, on peut montrer qu'on a une trajectoire parabolique. Là aussi, je peux la représenter grossièrement. C'est un petit peu comme la trajectoire hyperbolique, sauf que c'est plus courbé. Voilà. Alors je remonte au graphe, juste au-dessus. Le K3, lui, il est beaucoup plus particulier, parce que le K3, du coup, je peux être que pour les énergies potentielles effectives qui sont plus petites que l'énergie mécanique. Donc je peux être que dans cette partie-là de la courbe. Donc on va définir deux rayons, R3A et R3B. Et puisque l'énergie mécanique est toujours supérieure à l'énergie potentielle effective, en fait, dans ce troisième cas, le rayon est compris entre R3A et R3B. Et donc, là, le rayon ne peut plus tendre vers l'infini. On a ce qu'on appelle un état lié. Le rayon varie entre deux rayons différents. Et donc, c'est exactement le cas de la trajectoire elliptique. Et les rayons R3A et R3B correspondent aux distances minimales et maximales, c'est-à-dire à la distance au périgée pour R3A et à l'apogée pour R3B. Donc on va avoir le centre attracteur O, et on va avoir une trajectoire elliptique autour, avec mon point M. Donc R3A qui sera ici, et R3B qui sera ici. Et on peut définir en particulier ce qu'on appelle le demi-grand axe. A qui vaut R3A plus R3B sur 2. Et pour finir, donc je remonte juste sur le graphe, on a la quatrième cas en fait, où en fait on ne peut prendre qu'une seule valeur, R4. Donc dans ce cas-là, le rayon vaut nécessairement R4. Bon, si le rayon est constant, c'est une trajectoire circulaire. Je la représente très rapidement. Bon, voilà, à peu près une trajectoire circulaire. Avec le rayon qui vaut R4 ici. Donc vous voyez que à partir de cette énergie potentielle effective et d'un raisonnement graphique extrêmement simple, on a montré qu'en fonction de la valeur de l'énergie mécanique, on pouvait directement dire le type de trajectoire de notre satellite autour de notre astre attracteur. Voilà, je vous remercie pour votre attention.